Bienvenue dans Cinépolitique, un partenariat Popex et le collectif Mefamo. Je suis en compagnie aujourd'hui de Vincent et Vlad. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Et Julien Paulus qui nous rejoint également. Julien, tu es coordinateur du Centre d'études des territoires de la mémoire, un centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté à Liège. C'est bien ça, ouais. Bonjour François. Notre objectif donc ici à tous les quatre, c'est de vous présenter la politique sous un aspect ludique, un aspect divertissant et amusant. Déchiffrer la politique, vous le comprendrez très vite, ça peut aussi se faire depuis son divan ou depuis une salle de cinéma. Alors, à présent, on va vous parler du film Pinocchio, réalisé par Guillermo del Toro, un film d'animation sorti en 2022. Alors, petit peu d'histoire avant ça, Pinocchio c'est un conte qui est rédigé en 1881 par Carlo Collodi, mais j'imagine que Vincent Vlad vous reviendrez un petit peu sur ces éléments-là. Moi j'ai découvert le conte de Pinocchio plus spécifiquement à travers les studios Disney, donc le deuxième long métrage d'animation Disney sorti en 1940, et je vous l'avoue, pour moi ça a été un profond traumatisme. J'ai pleuré non pas de tristesse mais de peur en voyant ce dessin animé, plus particulièrement par rapport à la figure du marionnettiste. Donc j'ai vu pas mal de Disney quand j'étais petit et celui-là je me suis toujours dit je ne le reverrai jamais. Alors peut-être pour introduire ce sujet, vous quelle est votre première mémoire, votre premier souvenir que vous avez d'enfance par rapport à cette histoire, donc ce conte de Pinocchio? Donc je vais commencer, mais effectivement, en fait, on a un peu discuté de tout ça avec Vladimir en arrivant pour cet enregistrement. Et un peu comme toi, je pense que les premières images qui ont tendance à nous revenir de Pinocchio, lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on essaie vraiment de se souvenir de nos vieux souvenirs d'enfance, c'est effectivement des images, comme tu le disais, qui sont issues du Disney, sorti en 1940, hein, comme je rappelle la date, et plus spécifiquement, et là j'ai constaté qu'il y avait un gros point commun, et c'est pareil pour toi, c'est tous les éléments qu'on pourrait apparenter à de l'horreur. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très horrifique en fait, dans le premier Pinocchio, le Pinocchio de 1940. Et notamment, tu l'évoquais, hein, Vladimir, mais par exemple, la séquence de transformation en âne est très terrifiante. Et il y a aussi un aspect. Le film étant sorti en 1940, je crois qu'on peut se permettre de spoiler un petit peu, mais effectivement. Je crois que tu peux spoiler Pinocchio de manière générale. Voilà, de manière générale, mais effectivement, vers la fin du film, à un moment, on se rend compte que Pinocchio meurt après le passage dans le ventre de la baleine, et il y avait ce plan qui a marqué tout le monde, ça. Et encore, quand je l'ai revu, je m'étais rendu compte à quel point ça m'avait marqué, où on voit Pinocchio, la tête dans l'eau, où vraiment on se rend compte, alors que c'est un film vraiment prévu pour la jeunesse, comme un petit conte pour enfants, avec une image super dark, comme ça, d'un enfant qui a la tête dans l'eau, donc on comprend qu'il est noyé, même si il s'agit d'un pantin en bois, quoi. Bah écoute, moi je pense que c'était à peu près la même chose, si ce n'est que le dessin animé m'a pas tant marqué que ça, si ce n'est évidemment pour la transformation en âne. Mais en voyant des extraits ce matin, c'est vrai que quand tu penses notamment, tu le vois fumer, tu le vois boire, et que c'est très très expressif dans ce que tu peux voir, et je me dis, j'ai peut-être pas réalisé enfant, mais c'est effectivement très très frontal, surtout pour l'époque. Mais moi c'était plutôt le roman en fait qui m'avait marqué, que j'avais lu enfant. En fait je me rappelle l'avoir lu d'une traite, après avoir lu le dessin animé, et qu'il y a une espèce d'ambiance assez lugubre en fait dedans, très étrange, notamment par rapport à un moment où il se retrouve pendu. Peut-être qu'on en reparlera. C'est dans les épisodes du Pinocchio littéraire. C'est ça, oui, tout à fait. Moi c'était plutôt un contact, mine de rien, avec le bouquin en fait qui m'avait marqué enfant. Qui paraît tout aussi joyeux finalement. Julien, et toi? Moi c'est comme toi, c'est le Disney, j'ai pas lu le bouquin, je le connais pas, et tout pareil, je ne l'ai vu qu'une fois quand j'étais petit, ça m'a pas trop plu effectivement, je trouvais ça terrifiant, très impressionnant, comme tous les premiers Disney, hein, si tu regardes un peu tous les premiers plus ou moins jusqu'à Dumbo, qui fait un peu une espèce de césure comme ça, ils sont quand même assez bizarres, hein, les premiers longs métrages Disney. Quand on voulait faire peur, c'est pas mal non plus, hein. Quand on voulait faire peur, ils y arrivaient. Ah oui, non, ils y arrivaient totalement, mais il y avait aussi cet aspect, le petit garçon passage qui se fait punir, quoi, qui est vraiment, on est dans une morale extrêmement brutale, d'éducation autoritaire, soumission à l'autorité. Alors même enfant, ça m'avait marqué ça. Donc si t'es pas sage, t'es puni, t'es transformé en âne. On va reprendre ces questionnements de soumission à l'autorité, de résistance, de pouvoir autoritaire de la part de certaines figures, comme le père de la famille par exemple, ou du marionnettiste. Je propose maintenant peut-être qu'on plonge plus en profondeur dans ce Pinocchio de Guillermo del Toro. Peut-être Vincent, est-ce que tu peux nous le présenter, ou Vincent et Vlad, comment est-ce que vous l'avez perçu, et si vous avez lu également le bouquin, quelles sont les différences que l'on peut repérer dans ces histoires? Alors par où commencer? Je crois qu'il faut d'abord parler un peu du conte et de voir en fait la filiation, la façon dont on part de quelque chose qui est vraiment à la base prévu comme de la littérature
pour la jeunesse, pour enfants, a vraiment un but moralisateur. Donc vraiment, c'est un peu dans la structure du conte. Je crois que c'est pas une condition sine qua non, mais pour qu'on ait affaire à un conte ou un conte de fées, il faut qu'une morale soit présente, qu'il y ait un aspect un peu moralisateur. Et là, d'autant plus que c'est destiné à la jeunesse, il y a vraiment ce côté très guide de l'enfant sage. Et si vous êtes pas sage, voilà ce qui peut vous arriver. Ce que Disney reprend vraiment au pied de la lettre lorsqu'il fait son adaptation en 1940. L'idée, c'est que là, évidemment, ça c'est pour moi quelque chose qui ne peut pas du tout s'associer au cinéma de Guillermo del Toro, qui lui prône plutôt la désobéissance et surtout la mise dans le rang, la mise dans un cadre obéissant. Lui, c'est quelque chose qui a tendance à lui faire peur parce que c'est quelqu'un qui est énormément obsédé par le fascisme. Et donc, effectivement, quand on prend cette version de Pinocchio, on se rend compte qu'en fait, il s'agit d'un retravail énorme, un travail de subversion en fait des valeurs, enfin je l'emploie avec des guillemets, mais des valeurs entre guillemets du roman original pour en faire quelque chose de différent et avoir un discours qui soit à la fois pertinent sur l'actualité, sur un contexte politique précis qui est celui de l'Italie de Mussolini, puisque je rappelle, Pinocchio ne se passe pas normalement dans cette époque-là. C'est le cas. C'était avant, voilà. C'était repris dans un autre contexte. C'est le cas dans le Pinocchio de Del Toro. C'est pas daté de façon super précise, mais a priori ça commence à la fin des années 30 et ça se poursuit pendant la guerre. Donc je sais pas si tu veux ajouter. Peut-être ajouter quand même que si le Pinocchio à la base n'est pas un personnage effectivement qui amène à un quelconque sujet autour du fascisme, en tout cas sur la base même du conte, c'est qu'il a quand même servi, on avait justement vu des images ce matin Vincent, en fait d'espèces de fausses propagandes, enfin de petites images de propagande à travers le monde. Justement dans cette idée de pour devenir un enfant sage encore une fois, donc cette espèce de cliché que cette histoire a véhiculé à travers après plus de 140 ans maintenant quand même. Ouais. Mais oui, en fait, finalement, reprendre cette idée de fascisme, enfin, en tout cas, de faire une image de propagande, en fait, c'est pas si nouveau que ça. Maintenant, l'amener, la lier au fascisme, c'est pour le coup une nouveauté, un vrai parti pris du film, et comme tu as dit, qui est complètement lié à toutes les obsessions de Del Toro sur plein de niveaux. Parce qu'il y a aussi un aspect sur Del Toro que j'ai pas évoqué, c'est que l'aspect conte, c'est quelque chose qui est important pour lui. Ça se voit dans la structure de ses films. Un de ses films les plus connus, et moi, c'est vrai qu'on a parlé du premier contact avec Pinocchio. Moi, mon premier contact avec le cinéma de Guillermo del Toro, c'est Le Labyrinthe de Pan, qui est vraiment structuré comme un conte de fées qui prend place dans un contexte sociopolitique précis qui est un contexte fasciste, puisqu'on parle de l'Espagne franquiste. On parle de l'Espagne franquiste, exactement. Et donc, là aussi, il y a une opposition entre merveilleux et puis réalité brute. Voilà. Oui, à la fin, il y a une confusion. On ne sait plus si on est dans le réel ou dans l'imaginaire. C'est ça. Et donc, là aussi, pour moi, Pinocchio est l'espèce de suite logique, en fait, à un film comme Le Labyrinthe de Pan, puisque là, il peut se permettre de déployer pleinement, en fait, un discours politique sur le fascisme, comme je le disais, qui l'obsède. Et donc voilà, par rapport au type d'histoire, je pense que c'était vraiment, il y avait quelque chose de très très logique qu'il adapte un jour Pinocchio, d'autant plus que Del Toro, c'est quelqu'un qui est vraiment fasciné par l'altérité et l'anormalité avec le A privatif. Et il y a toujours cette idée dans ses films, mais on va pouvoir un peu creuser ça par rapport à Pinocchio, que ce qui est dangereux est souvent un peu beau, un peu séduisant. Par exemple, si on reprend l'exemple du Labyrinthe de Pan, en fait, le personnage donc, de colonel qui est un taré absolu, vraiment, et qui est l'image du père méchant, aussi, qui est l'image du père. En fait, c'est Sergi Lopez, quelqu'un qui était vu à cette époque-là comme un acteur de comédie super sympathique, bien et tout, alors que l'axe de libération ou qui permet à la petite fille donc du film de s'émanciper, c'était un monde féerique, mais qui était pour le coup très inquiétant, peuplé de monstres, de gens à la démarche étrange, voilà, et ce genre de choses. Et là, on est complètement dans ce genre de thématique avec Pinocchio, puisqu'on vous montre quelqu'un qui, à la fois est très ancré dans une idée de désobéissance. Pinocchio, il fait jamais ce qu'on lui dit. Il va toujours explorer. Il fait jamais ce qu'on lui dit. Sauf que dans le conte original, il est puni et il finit par rentrer dans le rang. Alors que là, il y a vraiment l'idée que Del Toro prend Pinocchio pour dire, mais en fait, est-ce que ce serait pas un modèle, Pinocchio? Et est-ce que justement, ce type d'action se montre pas une nouvelle façon de penser la désobéissance, et notamment, dans le cas de Del Toro, la désobéissance civique? Mais comme tu avais dit par rapport à ces personnages-là, un personnage complètement lié à l'univers de Del Toro, c'est que tu vois toute sa filmographie, elle est complètement gravelée de personnages. Je pense à Hellboy, qui est littéralement aussi un personnage qui aimerait bien devenir humain. Et qui est aussi, ça fait partie de sa trinité de films où l'ennemi c'est un fasciste, parce que là c'est directement des nazis en fait dans Hellboy. Voilà. Ouais, pareil, mais que ce soit Blade ou autre, c'est que des personnages qui sont liés d'une manière ou d'une autre au fantastique, mais qui veulent redevenir humains. On parlait un peu de cette espèce de complexe de Frankenstein qu'on peut retrouver dans le film, où littéralement le Pinocchio est créé un peu dans la douleur.
il est pas terminé, on voit qu'il a qu'une seule oreille, il a des clous partout. Des clous dans le dos, oui. Ah ouais, il arrête pas de tomber en morceaux, et même, enfin, Et je pense qu'il explique, parce que dans la première scène, quand il sculpte Pinocchio, il a trop bu, et à un moment, il explique qu'il le finira demain, et qu'il y a ce côté un peu inachevé. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a même cet aspect, en fait, où ce que tu disais, Vincent, par rapport à Labyrinthe de Pan, on peut aussi le voir dans les films du diable, hein, je pense qu'ils sont deux films très liés par rapport à ça. Oui. Encore une fois, avec des enfants qui se retrouvent liés à un fantastique, qu'ils soient réels ou pas. Mais dans ce cas-ci, c'est aussi un personnage à la Frankenstein qui va essayer d'agir constamment en essayant de faire le bien, mais à qui il manque plein de concepts, et en fait qui va déstabiliser tous les personnages autour d'eux, qui paradoxalement ont beaucoup moins de vie que lui. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très marqué, je trouve, dans Pinocchio. Voilà. Et là où il subvertit énormément ça, et où le parallèle avec Frankenstein est logique, déjà esthétiquement, la scène de la création de Pinocchio dans le film de Del Toro, c'est une citation plus ou moins évidente à Frankenstein, et notamment à un film précis qui est la version du début des années 30 avec Boris Karloff qui incarne la créature, puisqu'il y a quand même un petit distinguo à faire entre le roman de Mary Shelley et l'adaptation qu'il y a eu dans les années 30, puisque voilà, Vladimir pourra peut-être un peu mieux en parler que moi, mais il y a quand même une différenciation à faire, dans le sens où le discours que l'on connaît de Frankenstein nous vient énormément du discours du film des années 30, qui est le monstre n'est pas forcément là où on l'attend. Et Guillermo del Toro, c'est un film qui l'a énormément marqué, en fait, celui-là, et en fait, c'est un concept qui retravaille énormément dans ses films, et là, dans Pinocchio, c'est hyper évident qu'en fait, le Pinocchio qui a l'air anormal, qui a l'air différent, il véhicule plutôt des valeurs positives, alors que, comme souvent, c'est le gars bien habillé en costume avec une certaine prestance qui est en fait le fasciste assumé. Voilà. Ou Julien, peut-être que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela. Ce qui est marquant aussi dans ce dessin animé, c'est le thème du père. Évidemment, on l'a évoqué un petit peu, où là on voit deux sortes de pères très très différents, et donc de relations au père également très très différentes. Entre Geppetto, la relation n'est pas facile. Il a perdu un premier fils, il y a une espèce de construction du respect, de l'amour mutuel qui se pratique progressivement entre lui et le personnage de Pinocchio et la marionnette. Et puis à côté de ça, il y a le podestat fasciste et son fils, où la relation est marquée sur un respect qui est dû au père uniquement, et une soumission au père, et à travers ce père-là, forcément une soumission au père ultime qui est, dans ce cas-ci, l'État, le Duce Mussolini. Qu'on voit dans le film aussi. Qui apparaît d'ailleurs, qui apparaît à un moment donné. On a une petite réflexion à faire là-dessus. Un petit caméo. Et on voit à quel point on est dans deux mondes complètement différents, deux mondes finalement, deux sociétés, deux projets de société complètement différents, ne fût-ce qu'à travers cette relation au père. Et bon, à la patrie, évidemment, c'est ce qui est un clin d'œil évident. Oui, et il y a aussi le marionnettiste et le singe, comment il s'appelle, Spazzatura. Ça, c'est le singe. Ouais. Mais il y a aussi tout ce côté donc on dirait une espèce de quête irréalisable de satisfaire le père aussi, qui est présent un peu à tous les niveaux, et j'ai tous les acteurs qui essayent de se retrouver derrière cette figure d'autorité, et que la figure d'autorité soit fière de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, etc. Oui, et là, Geppetto est obligé de faire un pas, lui, donc de descendre de son piédestal de père pour aller vers son fils, ce que évidemment le père fasciste ne fera jamais. Et alors moi j'ai peut-être un autre élément qui est différent avec le conte, mais aussi avec l'aspect de Disney, c'est que ici donc l'histoire est racontée par Sebastian J. Cricket, qui est le MacGregor, je pense, c'est la voix de. Je crois bien que c'est lui, c'est possible. Oui, c'est lui. Et là, en fait, Sébastien n'est pas la conscience de Pinocchio, mais c'est son cœur. Oui. Donc il y a aussi ça c'est très différent par rapport à l'histoire que l'on connaît. Tout à fait. Je ne sais pas trop quoi en dire là-dessus, mais effectivement, ça fait partie des petites variables qu'il y a entre le roman et le film de Del Toro. Mais voilà, ce positionnement sur le criquet qui se met à la place du cœur, en fait, autant il est évident, autant je ne vois pas trop quelle application politique on peut commencer à en avoir, en fait. Tu nous as un peu séché là. Non, mais par contre, c'est intéressant par rapport à la version de Disney, où le Jiminy Cricket là est mu par un intérêt. Il a la bonne conscience de Pinocchio parce qu'il attend une récompense à la fin. C'est un petit peu dit au début, dans le film de Del Toro aussi, mais c'est un peu oublié ensuite sur la fin. Chez Disney, c'est pas oublié du tout. La bonne conscience est une bonne conscience intéressée. Ça, c'est quand même un truc assez amusant. Ouais. Et si tu regardes après dans Dumbo, là par contre, qui est un film d'ailleurs où Walt Disney lui-même a très peu travaillé, c'est peut-être d'ailleurs un signe. Le personnage de la bonne conscience et du guide, c'est le petit écureuil, une souris, c'est évidemment une souris. Oui. On est chez Disney, donc c'est Timothée. Lui par contre est complètement désintéressé.
Donc là, on est dans un guide totalement différent de Dominique Riquet. J'ignore pourquoi. Alors, est-ce que c'est justement parce qu'il y avait Disney d'un côté très interventionniste sur Pinocchio et beaucoup moins sur Dumbo, je ne sais pas. Mais on voit cette différence-là. Et ici, effectivement, la différence se marque aussi. Et alors peut-être un autre élément, mais il y a aussi tout un pan de l'histoire qui est tout à fait spécifique dans Guillermo del Toro, c'est toute la question de la mort et cette résurrection permanente aussi. Et donc ce petit être qui ne peut pas vraiment mourir parce qu'il n'est pas vraiment vivant également. Alors déjà, je pense que la fascination pour le morbide chez Del Toro, elle est constante. Et je pense que il y a vraiment quelque chose sur cette thématique-là, en tout cas, qui permet de traiter le thème de la désobéissance. Puisque, en fait, il y a deux personnages importants qui ne sont pas humains et qui vont structurer les actions de Pinocchio au sein du récit, qui sont les deux fées en fait, qu'il rencontre. C'est-à-dire qu'il y a la fée bleue, que tout le monde connaît, voilà, peut-être notamment via la version de 1940, et puis il y a un autre dieu qui est en fait la déesse de la mort, qui a une espèce de forme de sphinx. Et ça, c'est deux divinités, quand vous les voyez, vous voyez vraiment qu'on est pile dans l'univers de Del Toro. Littéralement un personnage Hellboy 2 en fait, dans les ailes. C'est des personnages quasi horrifiques, qui sont vraiment très inquiétants dans leur design et qui pourtant véhiculent très ouvertement des caractéristiques positives. Et il y a l'idée en fait que cette épreuve de la mort va permettre en fait, déjà d'une part le fait qu'il ne meurt pas, c'est qu'il transgresse une des règles les plus absolues que peut avoir n'importe quelle personne. Et à côté de ça, c'est que ce temps d'attente servira aussi à transgresser un peu l'ultime règle qui lui permettra en fait d'être reconnu comme... Et c'est à ce moment-là en fait que Guillermo del Toro, mais là je spoil, Guillermo del Toro en fait subvertit complètement la morale de base du roman, qui est qu'on le considère comme un petit garçon parce qu'il a su se sacrifier alors qu'il n'était pas censé le faire. Et l'idée c'est que, et c'est le piège dans lequel il ne tombe pas, à aucun moment on ne voit la marionnette se transformer en vrai petit garçon comme on pouvait le voir dans la version de 1940. Je trouve que tu vois, c'est là que le film pour moi est presque par une ode à la vie en fait sur pas mal de points, parce que vraiment en fait il apprend par ses échecs, en mourant entre guillemets, mais dans cette espèce aussi d'univers, le monde des morts entre guillemets, avec ces espèces de lièvres psychopompes, je sais pas trop comment les définir. Ouais. Il y a un esprit très burtonien aussi, ou même par rapport au rapport au monde des morts, qui est quelque chose, par certains aspects, peut-être plus comique, plus vivant que le vrai monde, de la réalité véritable, qui est très morne. Et à chaque fois, il apprend par ce passage-là, je trouve, il y a quelque chose d'assez particulier, justement, d'arriver à ce final où il accepte de devenir réellement mortel. Et c'est pourquoi est-ce que le personnage fait si peur aux figures fascistes du film, c'est parce qu'en fait il agit par un libre arbitre qui est complètement hors norme et hors même de notre propre réalité à nous, je pense. Oui. Et alors l'aspect intéressant aussi du parcours de Pinocchio au sein du récit du film de Del Toro, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi très historiquement ancré sur le premier aspect avec lequel Pinocchio se présente aux fascistes, qui est le personnage du Podesta, donc qui est le père un peu perverti en gros. En fait le premier réflexe qu'il a quand il voit Pinocchio, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que ce petit garçon qui ne va pas à l'école, il va pas devenir un vrai fasciste s'il fait ça. Et il y a d'abord ce rejet de la désobéissance avant de vouloir le réutiliser, ce qui est exactement ce qui est arrivé à la figure de Pinocchio sous l'ère de Mussolini, qui a été vraiment réutilisé comme un outil de propagande. Et en fait, il y a donc une deuxième session du film où il se dit, mais en fait, comme il peut pas mourir, ça va devenir le soldat parfait. Oui, un super soldat qu'on pourra envoyer sur le front, il pourra se battre. Et il y a vraiment cette idée du fascisme qui vient réutiliser des icônes qui, à la base, qui sont pas faites pour se confondre avec une idéologie pareille, et qui est justement, je pense que là, je vais peut-être vous renvoyer la balle, mais qui est peut-être aussi quelque chose dont il faut faire, auquel il faut faire attention quand on parle de fascisme, qui est qu'il peut être très mouvant, il peut être très protéiforme, et donc épouser des discours qui sont pas forcément intuitifs et qui pourtant arrivent à les reprendre à leur sauce, quoi. Et donc Pinocchio parle vraiment de ça. Et alors le dernier aspect par rapport à ça, c'est que, et c'est là qu'en fait il y a une espèce de côté un peu mise en abîme que je trouve génial en fait dans cette scène du film de Del Toro, c'est qu'à un moment, comme tu le dis, on voit Mussolini, et que je crois que c'est la seule partie du film où je sens vraiment un côté très satirique sur le caricatural, fait de... Oui, mais il est caricatural, et, voilà. Et on le voit, il arrive dans une grande voiture dont on voit ni le début ni la fin, il est tout petit... Et c'est le seul personnage qui n'est pas vraiment traité avec sérieux. Où vraiment on se dit, Mussolini arrive, on est là pour rire de lui. Et qui est même plus enfant que certains enfants du film, en fait. Tout à fait. Et même dans la façon qu'il a de gérer ses dialogues, de parler. Oui. Donc vraiment vu comme un enfant ou quelqu'un de très limité, en fait. Il a une belle tête de vainqueur. Voilà, jusque dans le récit, il y a quelque chose qui m'a frappé au revisionnage du film, qui est que, en fait, comme tu le disais, Geppetto est vu comme un père plutôt positif, même si je pense qu'il y a une évolution qui est faite par rapport à ça, ce qui fait qu'au début, si tu te souviens, il y a une réplique très précise qui dit « Ah, mais Geppetto, c'est vraiment le citoyen italien parfait. » Ah oui, ça, je l'avais noté, voilà. Mais à un moment, donc, il veut aller travailler...
à l'église pour finir la sculpture de Jésus. Et en fait, en marchant dans les ruelles, on lui dit que c'est un citoyen italien modèle, que c'est un très bon père et qu'il a des qualités de perfectionniste par rapport à son travail. Donc on l'encense vraiment, mais c'est vrai que le terme citoyen italien modèle et accolé au personnage de Geppetto au départ. Voilà, c'est ça. Et qui, là, va un peu être perverti parce qu'après, il va plus être perçu de la même manière, notamment par son village. Et il y a justement le fait que si le personnage du prêtre était quelqu'un de très positif, perçu positivement, en tout cas dans les 10 premières minutes du film, au moment où il a encore son fils, au moment où on sent la mainmise du fascisme et notamment du podestat sur le village, en fait, on se rend compte que l'Église switch complètement et embrasse complètement en fait, la structure un peu autoritaire du pouvoir. Et tout à coup, ça m'avait vraiment frappé au revisionnage du film à quel point ce personnage est plus du tout positif, alors que les 10 premières minutes, on a tendance à bien l'aimer, ce prêtre, j'ai l'impression. L'aspect religieux a une importance, hein, même, il associe assez directement Pinocchio au Christ à plusieurs moments. Déjà au début, Pinocchio se demande pourquoi est-ce qu'on l'aime en voyant le Jésus en bois justement dans l'église, pour au final lui-même finir crucifié en objet en fait d'adoration, presque, qui fait écho à la scène de pendaison dans le livre, mais qui ici prend beaucoup plus de sens, au-delà juste de dire qu'il ne peut pas mourir. Oui, et puis Pinocchio, à l'inverse, si son père est présenté comme un citoyen italien modèle, de l'autre côté, les qualificatifs accolés par d'autres figures comme le prêtre, comme des passants ou à l'église, c'est de dire que Pinocchio c'est un dissident, un indépendant d'esprit et un rebelle. Une espèce de révolutionnaire bienveillant, à la même manière qu'on peut avoir de l'image du Christ. Tout à fait. Et il y a effectivement cette idée qui est toujours, mais qui n'est pas présente que dans Pinocchio. Là, pour le coup, il faut vraiment voir l'entièreté de la carrière de Del Toro, mais qui est l'indépendance, c'est bien, il faut la défendre, et c'est justement pour ça qu'il se sert de personnages différents, et notamment différents en termes de design. Très important. C'était présent dans Frankenstein et c'est présent dans la filmographie de Del Toro. Et peut-être un dernier truc pour faire le lien avec Frankenstein et la forme du film, ne serait-ce que le faire en animation. Je trouve que ça a beaucoup de sens de se dire, en fait, on va faire un film, on va faire bouger. Enfin, on raconte l'histoire d'un pantin en bois, en fait, qu'on va littéralement faire bouger par l'animation. Et l'animation, c'est un peu l'étude de la vie et de la mort sur certains aspects. Et en fait, là, littéralement, le film parle de ça. Donc, il y a une espèce de côté un peu méta, rien que dans le choix de la forme du film aussi. Pinocchio, ça nous parle aussi du fascisme en Italie. Alors, comment est-ce qu'on peut définir le fascisme ? On pourrait dire dans un premier temps, dans le discours politique, le terme fasciste, ça peut être utilisé comme une insulte aussi, visant à discréditer un adversaire, à le diaboliser ou à le déstabiliser. Donc c'est une forme d'attaque. Vous êtes un fasciste, ou l'expression facho aussi, qu'on va accoler à certaines personnes qualifiées de réactionnaires ou de conservatrices ou d'extrême droite. À côté de ça, du point de vue historique, le fascisme, c'est aussi un système politique nationaliste et totalitaire qui va donc être instauré par Mussolini en Italie en 1922 et qui va en inspirer d'autres, notamment en Allemagne sous Hitler, en Espagne sous Franco, que Guillermo del Toro traite aussi finalement dans d'autres films. Et le fascisme, il peut être étudié aussi comme une mise en marche de la société sous l'influence notamment d'industriels ou de propriétaires afin de rétablir un ordre ou de lutter contre la dénonciation d'un soi-disant chaos ou d'une certaine déchéance au sein de la société. Et alors à côté de cela, le fascisme peut aussi se définir plutôt d'un point de vue non pas historique mais plutôt idéologique. Et là c'est plutôt Umberto Eco qui va développer le concept d'ur-fascisme. Et selon lui, donc selon Umberto Eco, le fascisme n'est pas du tout limité à un pays, n'est pas du tout limité à une période temporelle, mais c'est plutôt différents phénomènes, différents mécanismes qui doivent être interrogés. J'en cite quelques-uns, mais on peut retrouver par exemple le culte du chef, le rejet de la modernité, l'appel à l'action pour l'action qui entraîne finalement la notion de guerre permanente, le refus de l'esprit critique, le racisme, le nationalisme, le machisme, l'appauvrissement de la langue également et l'anti-parlementarisme. Alors, dans ce film Pinocchio, on l'a déjà dit, mais bien sûr, on traite du fascisme, de la dénonciation du fascisme. Et moi, en regardant vraiment ce Pinocchio qui veut devenir un vrai petit garçon, on pourrait avoir cette idée à première vue qu'en fait, il prend toujours les mauvaises décisions, il veut pas aller à l'école, il veut pas écouter son père, il est attiré finalement par la richesse, par la célébrité. Mais on pourrait le voir dans l'autre sens, c'est que en fait derrière ces choix qui pourraient l'éloigner de ce qu'est un bon petit garçon ou un vrai petit garçon, c'est aussi en fait une critique du fascisme et une distanciation et un refus de soumission à certaines figures d'autorité, que ce soit le père, que ce soit le marionnettiste, que ce soit à un moment même Mussolini lui-même quand il va pourrir son spectacle, on peut dire. Et donc Pinocchio finalement un vrai petit garçon peut-être, un vrai antifasciste tout à fait. Ah ouais,
Parce qu'on retrouve aussi différents slogans comme ça qui sont présents tout au long du film. Il y a cette idée Croire, obéir, combattre. On voit des drapeaux fascistes aussi à ce c'est pas moment. anodin parce qu'effectivement le film s'attarde un peu dessus. Moi j'ai envie de signaler en fait que, disons, tout ce qui est mis en avant comme les choses que Pinocchio ne doit pas faire, il va pas seulement les faire, c'est-à-dire qu'il va les faire pour réussir à se sortir de situations dramatiques et sauver des gens. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple, on n'en a pas encore parlé, mais Pinocchio, vous le savez, quand il ment, son nez s'allonge. Et effectivement, lorsqu'on regarde la version de 1940, c'est simplement vu là comme étant quelque chose perçu pour lui faire peur. Qui est simplement, non, tu ne mens pas, sinon ton nez s'allonge et tu dois t'arrêter là. Alors que là, et c'est ça que je trouve vraiment super malin aussi dans la version de Del Toro, c'est qu'il se sert de cet élément qui est peut-être un des éléments les plus connus liés à Pinocchio, et qu'il s'en sert à un moment pour se sortir d'une situation inextricable, et donc il ment à dessein. Et on l'encourage dans le à but, mentir. voilà, exactement, de C'est mentir pour anti-moralisateur, mentir. quoi, ouais. Voilà, et c'est vraiment anti-moralisateur. Donc ça, voilà. Mais sinon, sur cet aspect très antifasciste de Pinocchio, pour moi, il me paraît évident. En tout cas, la version de Del Toro, attention. Julien, toi, par rapport à tout ce mouvement des jeunesses fascistes, de l'endoctrinement qu'il y a eu en Italie, comment ça s'est construit aussi cette idée qu'on va assimiler la figure du père à la figure du leader, que la famille, que l'école, tout ça vont être des lieux en fait qui vont être investis par l'idéologie fasciste également. Le fascisme italien, en fait, c'est sans doute un des moins connus, on va dire peut-être, de ce qu'on appelait les grands totalitarismes du XXe siècle, même si maintenant la notion de totalitarisme est quand même un peu remise en question, notamment en histoire, peut-être moins en sciences politiques, mais en histoire sans doute. Ça a été assez progressif en fait le fascisme italien, et Mussolini lui-même a un parcours extrêmement complexe. C'est quand même quelqu'un qui à la base est issu de la gauche, qui est socialiste à l'origine, qui est d'abord instituteur puis journaliste, puis qui va rentrer au Parti socialiste italien, qui va devenir même le numéro 2 du Parti socialiste italien à un moment. Il est le fils d'un forgeron qui était un anticlérical républicain. Alors chez Mussolini, vous trouvez un peu d'anarchisme de Bakounine, un peu de socialisme scientifique de Marx, vous trouvez un peu d'anticléricalisme, du républicanisme très très fortement. C'est un anti-monarchiste, c'est étonnant quand on connaît le parcours après, mais aussi le radicalisme du Risorgimento. On oublie toujours un peu cet élément clé de l'édification de l'État italien, cette renaissance italienne qui avait des accents nationalistes extrêmement prononcés dès le départ. Et là, Mussolini, à partir de 1915, c'est un socialiste qui va militer pour l'entrée en guerre, que le gouvernement italien prononce une espèce de neutralité, en tout cas une non-belligérance pendant la Première Guerre mondiale. Lui, il fait partie de ces quelques minoritaires de gauche qui vont plutôt être pour l'entrée en guerre, et c'est là que il va commencer à dériver tout doucement vers une posture qui est beaucoup plus nationaliste et beaucoup plus à droite, même si on peut peut-être dire qu'il a sans doute toujours été, mais il se trouve qu'à partir de la fin de la guerre de 1919, là, la rupture est nette, et c'est à ce moment-là qu'il crée les faisceaux de combat. D'ailleurs, une remarque sur le mot fascisme. Alors oui, le fascisme, comme tu dis, est un concept qui est utilisé, je ne vais pas dire à tort et à travers, mais qui est quand même utilisé de façon extrêmement plurielle. À la base, c'est un mot italien. Oui. Un mot italien, ce sont les faisceaux, les fasci, donc ce sont en fait les milices de ce qui n'est pas encore le parti fasciste. Les milices ont existé avant, en 1919, avant le parti qui lui est créé en 1921. Et une fois qu'il prend le pouvoir, il ne le prend déjà pas par la force. Ça aussi, la marche de Rome, il faut relativiser. Bon, c'était une bonne grosse campagne de pub, une bonne grosse propagande, mais c'est le roi qui finalement l'a chargé de former un gouvernement. Et même sa dictature va s'installer progressivement. Donc il prend le pouvoir vers 1922, et ce n'est que vraiment qu'à partir de 1925 où on arrive à un pouvoir quasi absolu, où le Parlement ne sert plus à rien, il est dissous, la censure se met en place, etc. Et à partir de là, oui, on voit une espèce de culte de la personnalité émerger. C'est sans doute un des premiers exemples, en tout cas non monarchiste, on pourrait remonter au Bourbon français, au Roi Soleil, etc. Mais c'est sans doute un des premiers exemples républicains, on va dire non monarchistes, de culte de la personnalité Mussolini. Et ça s'est perpétué, ça s'est développé extrêmement fort, il en a joué énormément. Mais ce qui est intéressant dans le fascisme italien, qu'on ne retrouve absolument pas dans le nazisme allemand, par contre, c'est cette espèce de dualité qui est tout de même restée, peut-être pas jusqu'au bout, mais quand même un certain temps, entre un mouvement révolutionnaire
et un mouvement conservateur. Donc, c'est-à-dire que tu as à la fois des artistes avant-gardistes, type futuriste, Marinetti, qui resteront quand même presque jusqu'au bout, attachés au mouvement, et qui pourront toujours s'exprimer quand même dans des figures extrêmement avant-gardistes. Et en même temps, vous avez des peintres extrêmement classicistes qui vont représenter Mussolini en César. Enfin, on est vraiment dans le truc, Rome, le passé, etc. En Allemagne, c'est pas le cas. Là, il n'y a aucune avant-garde possible en Allemagne. Donc, c'est un régime, et on a un peu pareil au niveau soviétique, il y a aussi une avant-garde artistique très, très à la pointe qui va cohabiter avec un réalisme soviétique beaucoup plus conservateur. C'est un régime un peu bizarre, quoi. Il y a quand même un aspect un peu transgressif et qui reste, mais qui a su quand même se mettre sous la coupe d'un certain pouvoir, donc le roi, qu'on n'a pas touché. Le roi est resté en place, Mussolini n'a pas osé, et le grand patronat, évidemment, qui restera quand même en place, l'ennemi étant devenu le communisme, évidemment. Oui. Donc c'est très souvent. Voilà, oui, chaque fois, un bon rempart contre le communisme. Donc c'est difficile de faire de l'Italie l'équivalent de l'Allemagne à ce niveau-là. On est dans quelque chose de plus, comme tu disais, mouvant. C'est un mouvement qui a changé de forme, qui a évolué, qui a été un peu à gauche, un peu à droite, qui a accordé des avantages aux travailleurs, mais en même temps en leur confisquant leur liberté syndicale, leur liberté de manifester, leur liberté de se révolter. C'est pareil pour la classe moyenne. La démocratie libérale a été flinguée. Donc plus de représentation politique pour la classe moyenne, mais en échange des possibilités de monter dans l'appareil du parti, d'obtenir certaines places, etc. Donc une espèce de paix sociale achetée, un nationalisme extrêmement fort, et il faut le reconnaître, un soutien de la population quand même assez important. Et tu sens dans le film, je trouve que tu sens qu'il dépeint pas un fascisme très stable, en fait, très clair dans un village, quoi, du coup. Oui. Et alors, le petit élément encore sur lequel je voulais rebondir, peut-être par rapport à tout ce que tu disais tout à l'heure et ce que tu viens d'évoquer, c'est que il y a cet aspect, en tout cas quand on parle du fascisme, la figure du père qui est très importante. Et en fait, on en a parlé dans Pinocchio, mais c'est présent dans presque toute la filmographie en fait de Del Toro, à commencer par un autre film qu'on a déjà évoqué tous les deux, François, qui est à nouveau Le Labyrinthe de Pan. Et là, Le Labyrinthe de Pan, vraiment l'ennemi, le personnage du colonel est vraiment défini comme un père, ou en tout cas comme un père en devenir. Et c'est vraiment là, il a tous les attributs du père autoritaire, celui qui gronde, qui corrige, qui cherche avant tout à perpétuer le nom de famille et des valeurs, et qui n'est pas vraiment attaché à la personne. Et ça, c'est quelque chose aussi dans d'autres films. Des Chronos, en fait. Des Chronos, King du Diable, dans tous, mais Hellboy, vraiment tous. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi très fort, cette image du père de la nation dans ce type de régime. Oui, en particulier en Italie, je pense. Alors, en tout cas, dans l'Italie fasciste, je précise. Oui, il y a ce côté paternel sur lequel Mussolini a très très fort joué. Moi, ce que je trouvais qu'il y avait intéressant aussi, c'est que dans Pinocchio, on a quelques clins d'œil comme ça au régime fasciste ou à des logiques de propagande. Je pense notamment aux marionnettistes qui expliquent que c'est pas parce que vous n'avez pas de ficelle qu'on ne vous contrôle pas, qu'il y a aussi cette idée d'instrumentalisation de la société. Et finalement, ce marionnettiste qui a aussi quelques liens avec Mussolini dans l'histoire, parce qu'il montre quelques photos où il est allé à ces grands meetings, etc. Et je trouvais qu'il avait aussi un discours, finalement, la vie de son cirque. Donc, c'est pas qu'un marionnettiste, c'est un cirque aussi de personnes, on va dire... des freaks, quoi. Oui, c'est ça, on peut le dire comme ça. La marge, c'est vraiment les gens, les marginaux. Ouais. Et en fait, il incarne aussi au niveau de son cirque cette idée qu'on retrouve dans le fascisme, cette espèce d'âge glorieux qu'on a perdu. Avant, on était un grand cirque, on faisait le tour du monde, on rayonnait, et on a perdu quelque chose. Et tiens, j'ai trouvé mon petit miracle qui va me faire retrouver la grandeur d'antan. C'est ce que je disais tout à l'heure, le côté classique de la représentation du fascisme, c'est-à-dire Rome, la Rome antique. Donc on refait une architecture un petit peu soi-disant, un peu toc, qui est censée évoquer la Rome de l'Antiquité. Oui, il y a un passéisme très 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 présent, ça un peu dans tous les régimes un peu autoritaires. Je trouve que c'est évident. Parce que le conte, c'est les aventures de Pinocchio, et on voit qu'en fait le film est divisé aussi en différentes étapes.
On a la question de l'école, la question du cirque, la question des jeunesses fascistes, puis on a toute la période avec... alors dans le dessin animé c'est Monstro, mais là il n'a pas de nom, la créature. Mais on a aussi plusieurs contes qui peut-être chacun incarne aussi finalement une partie du fascisme, l'école, l'église, ce monstre mangeur. Bah, ou en tout cas, je pense qu'on peut le voir ça comme ça. En tout cas, il réadapte parce qu'on disait tantôt c'est très compliqué de spoiler Pinocchio, je pense aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'on connaît tous les grandes étapes et justement c'est comment est-ce qu'il va réadapter chacune des grandes étapes, que ce soit la baleine, le requin selon le support, ou ici l'espèce de monstre marin, l'espace cirque, enfin le premier mensonge, etc. Et bah, comment est-ce qu'il va saupoudrer ça avec le concept de fascisme ou toutes les autres choses qu'il met en place en fait de son univers à lui. Et parfois c'est aussi tout bêtement une question de médium, c'est-à-dire que s'il y a un côté épisodique chez Pinocchio, c'est parce que c'est un roman qui, à la base, est paru de façon épisodique. Il passait dans des revues et donc c'était l'aventure de Pinocchio qu'il y avait pour, alors je ne sais pas si c'était mensuel ou hebdomadaire, je ne sais pas à quel rythme. C'était dans un journal pour enfants, mais voilà, dire, c'est ça. Et donc, effectivement, la version finale, qu'à mon avis, toi tu as dû lire, une fois que ça a été retravaillé pour mettre en l'état de roman, mais c'est pour ça que cet aspect épisodique avec des thèmes très définis par mini-aventures que vit Pinocchio, mais en fait il y a aussi cette raison toute simple qui permet de l'expliquer, qui est que ça vient des spécificités du médium de l'époque. Mais c'est que tu vois aussi que c'est une histoire qui est, ça, Guillermo del Toro le dit très bien, il en parle comme une histoire qui peut vraiment être adaptée à toutes les sauces entre guillemets. Il suffit de voir le nombre de petites versions qu'on a pu voir, que ce soit des Pinocchio directement adaptés ou des réadaptations, intelligence artificielle qui le cite très directement. Ouais. Mais parfois même dans Blade Runner, on voit cet exemple qu'il y a un rapport avec les marionnettes à plusieurs moments, qui dans le bouquin aussi sont des objets très importants. Chappie, on avait vu un exemple tantôt, mais c'est vraiment une histoire qui est énormément reprise de plein de manières différentes. Je reprends Hellboy encore une fois aussi. Et intéressant aussi que c'est qu'il y a vraiment un côté transmédiatique avec Pinocchio, qui est que ça n'est jamais resté à l'état de roman. Et il y a évidemment le cinéma, il y a aussi la BD ou le jeu vidéo, avec notamment le jeu Lies of P, qui s'inspire énormément aussi du folklore de cette Italie, mais là pour le coup on revient dans l'époque d'écriture du roman. C'est un peu mais qui est un jeu auquel j'ai jamais joué malheureusement. Julien, si tu as une autre remarque sur cette caractéristique de Pinocchio qui est le refus de l'autorité et la question de la désobéissance. Bah oui, mais Pinocchio, en fait, c'est un pantin. C'est le seul qui n'agit pas comme un pantin dans le cas de l'italianisme fasciste. C'est ça, je pense, l'idée brillante de Guillermo del Toro ici, de replacer le contexte fasciste. C'est que dans ce contexte-là, l'histoire de Pinocchio permet de faire de ses défauts, on l'a dit, des qualités. C'est un pantin sans fil, à qui on peut mettre des fils parfois, mais qui n'obéit quand même pas. Il s'en détache littéralement. Il s'en détache littéralement. Donc on est vraiment dans une figure effectivement de rébellion, mais de rébellion en plus, dire presque naturelle. C'est-à-dire que c'est dans sa nature de ne pas obéir, c'est dans sa nature de se rebeller, jamais avec méchanceté, jamais avec violence. C'est toujours quelque chose d'instinctif, on va dire, ce qui pour un pantin de bois est quand même un peu c'est quand même assez particulier. Et il y a ça, et il inspire aussi la rébellion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnages secondaires qui... C'est ce que j'allais dire, notamment la Mèche, je pense qu'il est surnommé. Alors il y a la Mèche et il y a Spazzatura. Oui, aussi, oui, qui sont deux personnages en fait soumis à une figure d'autorité et qui s'en détache. En écoutant Pinocchio aussi arrive à se soulever. Ouais. Mais le personnage agit de manière profondément naïve, encore une fois, mais c'est encore une fois ce côté très déstabilisant qui va marquer chaque personnage parce qu'il va complètement à contre-courant de chaque pensée de chaque personnage. Il y a notamment cette scène où entre Geppetto et le responsable du cirque, j'ai oublié son nom, voilà, mais qui sont littéralement en train de se battre chacun pour essayer de le récupérer, pour essayer d'imposer sa manière de penser, et puis il y a le fasciste qui arrive, j'ai oublié son nom, le podestal, exactement, voilà, qui arrive et en fait qui va l'écraser complètement, et tu vois presque l'importance qu'il va avoir sur lui dans toute l'histoire, quoi. Et d'ailleurs ça dénote une absence quand même aussi par rapport à l'histoire, on va dire, dans le film, c'est l'absence de toute représentation de la résistance. Des partisans qui ont existé en Italie quand même, il faut le dire. Alors ça a été un régime extrêmement autoritaire, mais il y a quand même eu une résistance qui a duré 20 ans, des militants communistes, socialistes. Ça, c'est une notion qui est absente du film. On est plutôt ici dans une résistance, je disais, plutôt d'ordre
naturelle, instinctive, spontanée, presque joyeuse aussi, parce qu'effectivement, il rit tout le temps. Hein, il est tout le temps. C'est une espèce de. Mais en fait, c'est parce que, comme on le disait tout à l'heure, son acte de rébellion le plus fort dans le film, c'est qu'il se moque de Mussolini ouvertement en chanson. Il se fait tuer d'ailleurs. Enfin, il reviendra après, mais il se fait tuer d'ailleurs. Il se fait beaucoup tuer. Oui. Et sans pour autant qu'il ait une conscience vraiment de ce qu'il est en train de faire non plus, parce qu'il y a quand même ce côté très enfantin. Oui, parce qu'effectivement, ça on l'explique, on vous l'a pas expliqué, mais à la base, s'il fait ça, c'est plutôt pour embêter en fait son propriétaire Volpe, parce qu'il a découvert qu'il lui donnait pas l'argent qu'il avait promis à son père. Et donc, c'est pas du tout dans un but de se rebeller contre Mussolini, mais il se trouve que c'est vers Mussolini que ça dirige. C'est que même dans son acte-là, il est déstabilisant, mais qu'il est complètement un peu déconnecté. En fait, sa connexion, il la retrouve vraiment à la fin, quand il décide justement de poser un acte directement conscient, un peu, on va dire. Un antifascisme joyeux. Voilà. Un antifascisme joyeux, exactement. Qui dénote avec, je sais pas si vous l'avez repéré, mais donc Sébastien, qui est le criquet, quand il emménage dans son arbre, il met une figure de Schopenhauer. Donc il n'est pas vraiment le plus joyeux non plus. Mais oui, voilà. Il faut voir le film, clairement. Oui, dernière chose, moi j'aurais tendance à penser que c'est peut-être la meilleure adaptation, à mon avis, de cette histoire-là, du fait qu'en même temps, Del Toro a pris quand même, tu sens qu'il a une conscience de tout ce qui a été fait autour de Pinocchio, et que c'est ce qui a permis, je pense, d'en faire aussi cet objet un peu singulier. C'est ça, et un des meilleurs Del Toro, et voyez la filmographie de Guillermo Del Toro. Si cette thématique-là, la thématique du fascisme, etc., vous intéresse... de l'antifascisme. De l'antifascisme, attention. Oui, c'est important. Mais au strict minimum, un film sur deux, il en parle directement, quoi. Voilà. Merci beaucoup Vincent, merci Vlad, merci Julien pour vos échanges, pour vos commentaires, que ce soit à la fois sur le monde du cinéma, la filmographie de Del Toro ou sur Pinocchio en tant que tel. J'espère qu'on vous aura donné envie de visionner ce film Pinocchio de Guillermo Del Toro, ou de le revisionner avec un nouvel œil, avec un nouveau regard. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode de Ciné Politique. Merci.